Très bien, alors nous entamons les travaux de la dernière après-midi du colloque et sans plus attendre, je donne tout de suite la parole au professeur Jean-Baptiste Rosy qui va nous parler du rôle des propriétés unit making dans l'ontologie des objets ordinaires, en le remerciant d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je remercie vivement le professeur Tircelin ainsi que Jean-Baptiste qui m'ont donné l'occasion, dans cette période tendue, de vous présenter un travail sur ces propriétés que j'appelle unit making. Alors, en fait, mon exposé consistera à aller chercher dans un texte assez célèbre de David Armstrong de 1997 la notion même de propriété que j'appelle unit making, qu'il appelle lui unit determining, de constater que éventuellement l'usage qu'il entendait en faire n'est pas entièrement satisfaisant, et de déplacer néanmoins cette notion dans l'ontologie générale ou dans l'ontologie des objets physiques et plus encore des objets ordinaires. Alors, dans le livre de 1997, World of States of Affairs, Armstrong consacre un assez long développement à la nature du singleton. Cette discussion prend place dans le cadre d'un dialogue avec David Lewis. Il s'agit de montrer que le cadre de l'ontologie des états de choses peut enraciner les abstraits eux-mêmes, en l'occurrence les classes, mais je pense que Armstrong avait quelque chose de plus général en vue, les abstraits en général, dans un type d'état de choses particulier. Armstrong considère comme acquise la thèse tirée de Lewis, du livre de 91, que les classes pouvaient être considérées comme des sommes méréologiques de singletons, mais sur la nature des singletons lui-même, Lewis, selon Armstrong, n'est pas allé très loin. Il s'est contenté de dire que le singleton et son membre sont entièrement distincts. C'est ce que vous avez sur le texte dont j'ai recopié un passage ici. La seule conclusion positive à laquelle Lewis, c'est une citation, soit parvenu est que le singleton et son membre sont entièrement distincts, mais si le sens commun philosophique a une quelconque valeur, that should be false, devrait être faux. D'une manière ou d'une autre, ajoute-t-il, le singleton doit contenir son membre. Et un peu plus loin, Lewis soutient que la composition méréologique est la seule forme de composition qui existe. Il en conclut que le singleton, qui n'est pas un complexe méréologique, ne peut pas être une entité complexe. C'est ici que nous nous séparons de Lewis. C'est la dernière phrase de la diapo. Donc nous avons des éléments atomiques qui sont impénétrables, comme le dit Armstrong à la méréologie, mais qui sont également décomposés. Et c'est bien entendu le cas des états de choses. Alors, la suite du texte, et ce texte en général, est assez étrange pour nous, je dirais pour nous aujourd'hui, qui évoluons dans la problématique fondationnelle, dans la problématique du grounding. Et j'essaie d'expliquer un petit peu dans cette diapo-là les raisons pour lesquelles nous pouvons être désarçonnés par le programme, en tout cas surpris, avec le recul du temps, par le programme de David Armstrong. Vous voyez, la question que nous aurions tendance à poser, c'est la question de savoir, que j'ai écrit grounding 1, est-ce que le particulier A fonde, en quel sens il fonde le singleton dont le membre unique est A, que j'ai écrit en haut en employant la convention d'écriture de Kittfein,
Alors que Armstrong pose le problème non pas en termes de fondation, mais en termes d'identité. Que faut-il ajouter au particulier A pour obtenir le singleton A? Et ce que faut-il ajouter pour l'obtenir, c'est une identité. C'est-à-dire qu'il faut que le singleton A soit identifiable à A plus quelque chose. Donc, ce n'est pas la même question. On peut envisager éventuellement que cette question de l'identité donne lieu à une approche de la relation de grounding, c'est ce que j'ai écrit en dessous, n'est-ce pas? C'est-à-dire que s'il existe quelque chose qui, ajouté à A, est identifiable au singleton A, alors on aura évidemment sans doute la relation que, toujours avec les notations de Fine, j'ai écrite A dièse fonde le singleton grand A. Mais cette relation, cette question-là, qui conserve en quelque sorte cette dimension d'identité, vous voyez, elle est plus faible que l'autre question qui serait posable en termes de fondation seule, qui serait est-ce qu'il y a quelque chose qui, outre le singleton, outre le particulier A, fonde le singleton A, sans qu'on ait besoin de passer par l'antécédent du conditionnel qui contient cette injonction d'identité. Donc vous voyez que nous sommes ici, nous sommes dans ce chapitre-là, n'est-ce pas, qui est un petit peu particulier. Que faut-il ajouter au singleton pour obtenir une identité avec... que faut-il ajouter au particulier pour obtenir le singleton? Et Armstrong ajoute, ce qu'il faut ajouter, c'est une propriété. Là encore, c'est un deuxième élément de la thèse qui ne va pas de soi. D'abord, on pourrait penser retrancher quelque chose, on pourrait retrancher quelque chose au particulier, on pourrait abstraire, on pourrait passer par une congruence, on pourrait faire toutes sortes de choses. Donc la thèse numéro 2, et peut-être la thèse principale d'Armstrong, c'est que cette partie que j'ai écrite sous forme d'un dièse, c'est une propriété. La raison pour laquelle, sans doute, il dit cela, c'est que, évidemment, on ne peut pas dire le singleton A est un objet abstrait, mais on ne peut pas s'en sortir en disant des choses comme le singleton A est l'objet abstrait le plus proche de A, d'abord parce qu'on n'a pas ce genre de relation de proximité entre les concrets et les abstraits, et puis parce que, tout simplement, d'abord, A peut être abstrait lui-même, et que l'objet abstrait le plus proche de A, si A est abstrait, c'est A, et A est différent du singleton A. Donc, il faudrait qu'on ait une relation, vous voyez, que j'appelle, moi, dans mon vocabulaire traditionnel, la paronymie, c'est-à-dire quelque chose qui relie le concret et l'abstrait correspondant, et que c'est une instance ou un cas particulier de cette relation paronymique soit celle qui produit la unit class à partir du membre, à partir de son membre, et c'est bien entendu cette question-là qui passionne Armstrong. Il cherche à enraciner, comme je l'ai dit, dans le concret, cette dimension ou cet aspect des abstractions. Alors la question de savoir pourquoi le complément, marqué par un dièse ici de la propriété, pourquoi le complément du particulier qu'il faut ajouter pour obtenir le singleton est une propriété, n'est pas vraiment justifié dans le texte d'Armstrong, si ce n'est peut-être de la manière suivante. On regarde alentour, vous voyez, c'est un peu comme dans Carnap, looking around, on regarde autour ce qui se passe, on cherche un mode de composition qui n'est pas méréologique. Et le seul candidat sérieux qui se présente, c'est le nexus, c'est-à-dire la relation du particulier nu à ses propriétés. Donc je cherche dans la boutique de l'ontologie quelque chose qui fera l'affaire, et la seule chose qui fait l'affaire, c'est le nexus. Donc j'essaie de trouver une solution au problème en termes de nexus. Donc c'est de là qu'on tire l'idée qu'on va identifier le
le singleton avec un état de choses, c'est-à-dire avec le particulier, le nexus et la propriété. On a déjà le particulier, le nexus il ne change pas d'un état de choses à l'autre, il nous reste à trouver la propriété. Alors je cite ici un passage du livre de 97, je traduis, nous cherchons à interpréter la classe petit a comme un état de choses où le particulier a une certaine propriété. Les accolades tiendront lieu ou remplaceront la propriété en question. Mais quelle propriété? Cette propriété doit être telle qu'elle détermine une unité. Une classe est une ou plusieurs unités, ou une ou plusieurs un ou plusieurs uns, je devrais dire. Le tout méréologique des unités et la propriété que nous cherchons doit être telle qu'elle identifie ou sélectionne, picks out, le particulier A comme une unité. Armstrong poursuit en disant que la propriété n'a pas à être un universel. Si le membre du singleton est un particulier d'ordre 1, alors on peut supposer qu'il y a au moins une unit determining property universelle qui est instanciée par lui, mais, dit Armstrong, c'est une simple spéculation dont je ne sais pas trop comment la pousser plus avant. En général, donc, une unit making ou unit determining property sera une propriété de second ordre de la forme being a cat and so on. Et plus loin, on a les textes où Armstrong identifie le singleton avec un état de choses d'ordre élevé, de second ordre. La classe, comme fusion, je cite, se divise en certaines unités bien définies. Qu'est-ce que ces unités? Ma suggestion est que ces unités sont des états de choses monadiques. Le particulier qui figure dans l'état de choses est celui qui figure dans le singleton. La propriété est une propriété qui spécifie l'unité comme une instance de cette propriété. Alors évidemment, on peut faire des distinctions dans les propriétés. On peut imaginer, par exemple, une propriété de couleur qui est repartie uniformément sans grain sur une surface, c'est une propriété dissective. Cette propriété ne permet pas de singulariser une unité définie, tout simplement parce qu'il se peut que la surface ait des frontières au-delà de laquelle elle n'est plus rouge, si c'est le rouge. Et néanmoins, la surface peut être conçue comme une chose rouge ou comme plusieurs choses rouges. Maintenant, si je choisis la propriété avoir une masse de 1 kg, c'est l'exemple d'Armstrong, la chose qui tombe sous ce concept est une chose dans un sens tel que la surface rouge n'est pas une chose. La chose de 1 kg est une chose de cette sorte, de 1 kg, pas d'un demi-kilo. Donc il s'agit d'une propriété dont Armstrong dit, j'ai d'abord voulu l'appeler une propriété individualisante, mais ça n'est pas une propriété individualisante, c'est quelque chose de plus faible. Et je vais donc l'appeler déterminant une unité. Alors, retenons cette idée d'avoir une propriété de second ordre qui est la propriété d'instancier une propriété unit making ou unit determining. Dans ces conditions, le singleton A est l'état de choses dont le particulier, je cite à nouveau Armstrong, est A, et dont la propriété est avoir une unit making property. Cette propriété a l'avantage d'être assez abstraite et de ne pas dépendre de la nature du membre. David Lewis m'a fait cette suggestion heureuse d'appeler cette propriété unithood. Telle est donc la nature du singleton. Et on peut considérer indifféremment les classes comme des sommes méréologiques de singletons à la manière de David Lewis, ou, selon David Armstrong, si l'on veut, des conjonctions d'états de choses en fusionnant méréologiquement les états de choses obtenus de cette façon.
Alors, je voudrais mentionner les objections. Et donc, les objections que je vais faire sont des objections assez générales, mais qui vous donneront une idée suffisante des raisons pour lesquelles je pense qu'il est difficile de poursuivre dans cette voie. Donc, on a quelque chose comme une propriété, grand F, telle que si A est F, alors que F est A est le singleton A. Alors, la raison pour laquelle je vais maintenant les appeler des unit making property, des UMP, en français, c'est de l'anglais dans le français, peut-être, je ne suis même pas sûr que ce soit du bon anglais, hein, mais, la raison pour laquelle je vais les appeler des UMP, c'est parce que je voudrais appliquer le cadre des déterminables à ces unit making properties, c'est-à-dire montrer que elles sont particulièrement intéressantes dans cette ontologie ou dans l'idiome des déterminables. Et comme tous les déterminables ne sont pas unit making, je préfère conserver cette idée que certains déterminables sont des unit making. Alors, il y a une objection que Armstrong se fait en partie à lui-même et une autre que je fais de mon propre fond. Alors, de deux choses l'une. Et je vais successivement envisager deux possibilités. Ou bien, premièrement, toute propriété de premier ordre fait l'affaire. Armstrong a une intuition de ce genre lorsqu'il dit « je crois bien, mais c'est une spéculation, que toute instantiation d'une propriété est unit determining ». Ou bien, ce sont seulement certaines propriétés de premier ordre, et non pas d'autres, qui sont des UMP. Alors, tour à tour, le premier et le deuxième cas. Dans le premier cas, toute propriété actuellement instanciée est unit making. Alors, vous me direz, oui, mais les propriétés comme dissectives, comme celles que j'ai mentionnées tout à l'heure, que le mur est blanc, eh bien, on dira que, dans un sens, elle doit être aussi déterminée unité, aussi bien que la propriété que le flacon de vin contient 75 centilitres, ou bien que moi, je mesure 1,83 m. Je vois bien qu'il y a une différence, mais je n'ai pas besoin de faire la différence. L'idée, ce serait alors, si je peux dire quelque chose de A, quoi que ce soit, alors il y a un A qui instancie une propriété, et il est d'une manière ou d'une autre 1. Et donc, cet être d'une manière ou d'une autre me donne une propriété d'ordre élevé qui survient sur cette propriété d'ordre 1, qui est la unithood de A. Selon cette interprétation, on dira que le singleton dépend de manière non rigide de l'état de choses. Il faut qu'il y ait un état de choses pour avoir le singleton, mais pas nécessairement tel état de choses dans lequel A intervient. L'avantage de cette interprétation, c'est qu'on n'a absolument pas besoin de faire appel au possible. Si on admet un principe de plénitude assez fort, qu'il n'y a pas de propriété non instanciée et qu'il n'y a pas de particulier qui n'instancie aucune propriété, alors, j'ai envie de dire, ça va pas mal. Mais dans ce cas-là, vous voyez bien qu'on comprend très mal l'identification. Une classe est un abstrait. Dans la classe des vers qui se trouve sur la table, il n'y a pas le vin qu'on y a laissé, c'était un exemple d'Abélard, je crois. Le principe d'extensionnalité est lié à la classe. Donc j'appelle classe ce qui est donné, ce dont l'identité est donnée sous cette forme. Ce principe d'extensionnalité n'est pas contenu, Williamson l'a rappelé, dans cette notion de classe. Il n'est pas analytiquement contenu dans la notion de classe. Donc on a nécessairement besoin d'un principe d'abstraction, de quelque chose qui fait abstraction pour passer d'un concret comme un état de choses à l'identité des classes correspondantes. Ça, c'est encore une citation de Lewis, de Armstrong. Vous voyez, j'ai écrit ici le genre de principe d'abstraction dont on aura besoin. On a besoin de pouvoir dire quelque chose comme la classe A, le singleton A, est identique à la classe B, si et seulement si, admettons qu'on se fonde sur les états de choses, l'état de choses que A est F
à la relation R, à l'état de choses que B et G. Et puis on va essayer d'ajouter des conditions sur R pour obtenir quelque chose de ce genre. Évidemment, il y aura sans doute que A est le même particulier que B, mais il y aura évidemment d'autres conditions, à savoir que l'unité de A en tant qu'il instancie F est l'unité de B en tant qu'il instancie G. Par exemple, la classe des verres sur la table qui contiennent du vin et la classe des verres qui contiennent de l'eau sur la table, n'est-ce pas? Verre qui contient du vin, verre qui contient de l'eau, ce sont deux propriétés différentes, mais qui éventuellement déterminent la même unité. Alors, dans tous les cas, il me semble que si on est dans la première version, on a besoin d'un principe d'abstraction de ce genre, c'est-à-dire d'élaborer quelque chose à partir d'un principe d'abstraction de ce genre, éventuellement à partir d'un autre type d'abstraction, d'une abstraction cantorienne, mais en tout cas, pas du tout comme le fait Armstrong en supposant une simple identité entre l'état de choses et le singleton. Dans le deuxième cas, on va dire qu'on peut avoir un particulier qui n'instancie pas de unit making property. Dans le premier cas, j'avais dit toute propriété est bonne, fait l'affaire, et puisque les particuliers instancient toujours des propriétés, eh bien, on avait toujours affaire à une unit making property dès lors qu'on avait un état de choses. Ici, on peut imaginer un cas où on a un particulier qui a des propriétés, qui instancie des propriétés, mais parmi ces propriétés, il n'y a pas de unit making, d'UMP, de unit making property. Et dans ce cas-là, eh bien, il y a un problème. C'est un problème qu'identifie Armstrong lui-même. Le problème, c'est qu'on va avoir des particuliers qui ne donnent pas lieu à des unit classes. C'est-à-dire que je pourrais identifier un particulier et je n'aurais pas le droit de parler de la classe qui ne contient que ce particulier. Donc je vais devoir restreindre la quantification en matière de vérité portant sur la théorie des ensembles, de vérité reliée, rattachée au domaine de la vérité des ensembles. Je vais avoir une quantification restreinte qui n'est pas du tout admissible en quelque sorte. Alors, Armstrong se pose lui-même cette question et la réponse qu'il dit, c'est on va utiliser la possibilité, les modalités, on va supposer que A instancie possiblement une telle propriété lorsqu'il ne l'instancie pas actuellement. Et donc, cette fois-ci, c'est une modification importante de la première théorie, puisque la unit class est associée ou est identifiée non pas à l'état de choses actuel, mais à un état de choses possible. Donc, on va avoir non pas l'état de choses f de A, ou que A est f, mais que possiblement A est f. Mais alors, la question que je pose, c'est est-ce que dans ce cas-là, ça a encore un sens de dire que c'est un état de choses ? Ou que la classe est identique à l'état de choses. Qu'est-ce que c'est que cette identité? Est-ce que ce n'est pas plutôt ce qu'on a en tête, justement, lorsqu'on dit que A fonde le singleton? Autrement dit, si toute propriété n'est pas une UMP, il suit que l'état de choses qui est identifié au singleton est un état de choses possible, et la source de l'abstraction est alors dans le passage au possibilia. Mais dans ce cas-là, il est difficile de soutenir encore que les classes sont des états de choses, comme le dit Armstrong. La distinction importante ici est entre les propriétés et les relations de second ordre, qui surviennent sans ajout ontologique, dit Armstrong, sur les propriétés de premier ordre, d'ordre 1. Et ces propriétés-là sont celles à l'aide desquelles on va engendrer dans le framework des états de choses, l'ontologie des objets abstraits. Et c'est bien entendu cette possibilité d'engendrement qui s'enracine dans cette considération des propriétés qui font l'unité. Alors, je vous ai dit en commençant, plutôt que de parler de unit making property dans ce cadre-là,
Je voudrais revenir à ces propriétés en général et essayer, au fond, de les analyser un peu plus avant et d'envisager leur usage dans un autre secteur ou dans d'autres secteurs. Je vais esquisser leur usage dans d'autres secteurs de l'ontologie. Donc, comme je l'ai dit, une propriété est une UMP si le particulier qui l'instancie en tant que 1, en tant qu'il est 1. Par exemple, je mesure 1,83 m, le flacon de vin contient 75 centilitres de liquide. Alors, première remarque, ces propriétés ne sont pas des propriétés essentielles. Le fait qu'on ait besoin d'une unité du particulier pour que cette propriété soit essentielle ne fait pas de la propriété quelque chose d'essentiel. Il y a un monde où je suis plus grand qu'1,83 m et il y a un avenir où je suis plus petit. Deuxièmement, ce ne sont pas des propriétés substantielles non plus, c'est-à-dire propriété substantielle au sens de Huygens, une propriété que quand on l'a pour toujours. Et troisièmement, et c'est le point le plus important, je peux isoler un aspect du particulier. Dans l'exemple du flacon, c'est son volume, qui est le porteur de la propriété. Ma taille, mon poids. Mais évidemment, cet aspect, le flacon est 1 selon son volume, parce qu'il contient 75 centilitres, cet aspect est isolé dans l'image manifeste. Il est isolé parce que nous utilisons constamment ce genre de propriété unit making. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que cette propriété, ces propriétés unit making sont quelque chose qui appartient en propre à l'image manifeste, ou est-ce que c'est quelque chose de plus solide ontologiquement, qui éventuellement peut avoir une contrepartie dans l'image scientifique. Alors, je passe ici dans l'idiome des déterminables, et je vais dire cette fois-ci qu'une propriété unit making d'un particulier A, où les propriétés unit making sont des déterminables de ce particulier. Par exemple, le flacon A tombe sous le déterminable avoir un certain volume, n centilitres. Donc un déterminable, c'est quelque chose qui appelle une détermination, et cette détermination, ici, c'est le déterminé 75 centilitres. Je tombe sous le déterminable avoir une certaine taille, n'est-ce pas ? Et je tombe sous le déterminable avoir une certaine taille en tant que je mesure 1,83 m, qui est le déterminé de cette taille. Donc les déterminables sont des unit making properties dans le sens suivant, il faut quelque chose dans le particulier pour passer du déterminable au déterminé. Il faut quelque chose qui arrête en quelque sorte la détermination. Ici, la corpulence pour le poids, n'est-ce pas, le volume, la forme. Alors, on peut encore faire des différences. Par exemple, les propriétés des termes de masse ne sont pas des UMP. Si je suis dans l'expérience de Millikan et que j'observe des gouttes d'huile qui passent à travers un champ, la masse de chaque goutte est une UMP, dont j'ai d'ailleurs besoin pour l'expérience, mais je vais déterminer la masse de chaque goutte par la masse volumique de l'huile que j'aurais calculée ou constatée. Et cette masse volumique n'est pas une UMP, bien que ce soit indéterminable. Donc tous les déterminables ne sont pas des UMP. La masse volumique est un exemple de déterminable qui n'est pas un UMP. En revanche, le volume de chaque goutte est une UMP. Donc en général, quand une propriété d'un particulier est déterminée par un terme de masse,
il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas une UMP. Conclusion, tous les déterminables ne sont pas des UMP, mais je pense que tous les UMP sont des instances de déterminables. Deuxièmement, on peut penser aux propriétés fondamentales. Par exemple, que la charge de l'électron est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, je ne crois pas dire de bêtises. Alors là, évidemment, c'est une unit making property dans la mesure où l'électron est 1 en tant qu'il instancie cette propriété, mais vous voyez bien que ça n'a pas le même sens de dire que l'électron instancie cette propriété fondamentale en tant qu'il est 1 et de dire que j'instancie ma taille ou mon poids en tant que mon corps a une unité. Tout simplement parce que, ici, ça n'est pas indéterminable. Je peux concevoir la charge comme indéterminable, mais la charge élémentaire de l'électron n'est pas, n'est-ce pas, indéterminée d'indéterminable. C'est en outre, je dirais, une propriété fondamentale. Et donc, on va distinguer parmi les UMP, les UMP fondamentales, les propriétés unit-making fondamentales, qui appartiennent à la base de l'ontologie de la physique, par exemple, et qui ne sont pas les UMP comme les autres, hein, cette sous-classe. Je pense qu'il serait même préférable de dire que ce ne sont pas des UMP du tout. Et puis les autres, qui sont cette fois-ci des UMP et qui ont la particularité, entre autres, hein, de pouvoir varier relationnellement. Alors, maintenant revenons à ces déterminables qui sont isolés comme susceptibles de contenir nos UMP. Ils ont entre eux tous la particularité d'être des déterminés d'un même déterminable. Hein. J'ai un certain poids. Si j'ai ce poids, je n'ai pas un autre poids. Laissons de côté les questions du vague, les questions qui sont pour l'instant tout à fait en dehors de nos préoccupations. Donc les déterminés d'un même déterminable, comme vous le savez, ont entre eux la particularité d'avoir une relation d'incompatibilité. C'est-à-dire je ne peux pas être un déterminable, ne peut pas être déterminé à la fois selon deux déterminés. Alors, prenons l'exemple du flacon. Dans cet exemple, le volume de liquide contenu dans le flacon, ou le volume de gaz, je vais revenir tout à l'heure sur le cas d'un volume de gaz, le déterminable du flacon, c'est que le flacon contient un certain volume de liquide. Le déterminé, c'est que le flacon contient 75 centilitres de ce liquide, mais il faut ajouter quelque chose. Il faut ajouter beaucoup de choses même. Il faut ajouter des conditions. Par exemple, des conditions de température et de pression. Et puis, il faut ajouter aussi que l'unité qui est identifiée dans le flacon par l'UMP n'est pas le déterminable. Et ce n'est pas non plus le déterminé. Cette unité qui est identifiée par l'UMP, ça n'est pas l'état de choses que le flacon contient 75 centilitres de vin, c'est ce qui permet de passer du déterminable au déterminé. C'est-à-dire, c'est ce qui arrête la détermination à 75 centilitres, dans le cas de ce flacon. Et ce quelque chose qui arrête la détermination, évidemment, c'est éventuellement quelque chose de complexe. C'est la forme du flacon, c'est sa matière, c'est quelque chose qui contient aussi les conditions de température et de pression. C'est éventuellement, je ne sais pas, l'univers tout entier, j'en sais rien. En tout cas, ce quelque chose qui arrête la détermination, nous devons absolument le distinguer du déterminable et du déterminé, et nous devons l'ajouter. Et cet ajout, je vais l'appeler le déterminant. Donc maintenant, dans le déterminant, il y a trois choses. Il y a le déterminable, le déterminé, et quelque chose qui, en vertu de quoi le déterminé est instancié par ce particulier. C'est ce quelque chose en vertu de quoi le déterminé est instancié par le particulier qui, me semble-t-il, isole notre UMC en propre.
Alors, ce qui est important, c'est de retenir que je suis parti de la considération générale des unit picking properties, et cette fois-ci, vous voyez que l'unité qui est identifiée par l'UMP, ça n'est pas le déterminable, et ça n'est pas non plus le déterminé, mais que néanmoins, cette unité, je ne peux pas aller la chercher dans le monde sans passer par ce déterminable. Donc ce quelque chose, je voudrais l'appeler le déterminant. Le déterminant d'état dt d'un déterminable dBl, d'un particulier A, est une propriété éventuellement relationnelle de A, telle que A instancie le déterminé dE de dBl, si et seulement si A instancie dt. C'est ce déterminant, donc, que je voudrais essayer d'isoler maintenant. La thèse, c'est qu'une UMP est un déterminable instancié sous la forme d'un déterminé dont nous pouvons assigner le déterminant. Et évidemment, il y a des cas assez différents. Soit le déterminant est donné lui-même par une loi, par exemple par la loi de Mariotte ou par la loi des gaz parfaits, qui donne la quantité de gaz pour un certain volume. Et dans ce cas-là, le déterminant est un objet théorique, c'est un abstrait théorique, c'est un complexe, n'est-ce pas, de déterminable qui est donné de manière fonctionnelle. Et soit nous n'avons pas ce déterminant, nous avons le déterminable, nous avons le déterminé, et nous supposons. Et mon idée, c'est évidemment que dans la plupart des cas où nous sommes confrontés à des objets ordinaires, et notamment dans l'image manifeste, nous nous comportons, et également épistémiquement, en ajoutant un déterminant, en supposant qu'il y a un déterminant, même si ce déterminant n'est pas accessible. Par exemple, la longueur de la table, ce qui fait que la table a cette longueur, le déterminant de la longueur de la table, c'est quelque chose dont à vrai dire, je ne sais pas ce que c'est, mais j'agis en fonction de ce déterminant. Alors, ce que je voudrais faire rapidement, pour finir, c'est prendre un exemple. Et prendre un exemple dans le livre de Max Kissler, sur l'objet, sur l'esprit matériel, à la fois pour rendre hommage à ce livre, et puis pour essayer de montrer quelque chose que j'ai en tête, ce lien que je fais entre les UMP et les objets ordinaires ou macroscopiques est lié au fait suivant. Dans le problème de la réduction interthéorique, il arrive que les déterminables et les déterminés des UMP soient assignables dans la théorie réductrice, mais pas le déterminant. Et j'ai envie de dire que quand nous sommes dans une situation de ce genre, c'est-à-dire que le déterminant n'appartient pas à la théorie réductrice la meilleure qu'on ait trouvée, alors, eh bien, on doit ajouter une considération empruntée à la nature des objets macroscopiques. Alors, je vais très rapidement, je vais tout simplement citer des passages du texte de Kissler. Je prends l'exemple classique, le cas paradigmatique dont parle Kissler des réductions réussies, celle de la thermodynamique à la mécanique statistique. Le cadre de l'exemple, c'est la critique du modèle Church-Lang, Hooker, etc., pour la réduction. Les auteurs soutiennent que ce modèle réussit le test de la réduction, et ils parviennent à montrer, par exemple, qu'on peut rendre compte de la réduction de la loi de Boyle-Mariotte à partir de la mécanique statistique. Il est possible de dériver à l'intérieur de la mécanique statistique la structure analogue de la loi de Boyle-Mariotte. Donc la loi est ici, et là j'ai simplement collé un passage de Kissler, où grand N désigne le nombre de molécules d'un gaz idéal, M la masse d'une molécule, nu la valeur absolue de la vitesse d'une molécule.
nu au carré avec un tiret la moyenne des carrés des vitesses des molécules, prise à la fois sur l'ensemble des molécules et sur le temps, et L, V et H, qui sont ici les grandeurs les plus importantes pour moi, c'est la longueur, largeur et hauteur du récipient enfermant le gaz, puisque c'est ce récipient qui va évidemment appartenir au domaine des objets ordinaires. Alors, je cite Kissler, dans une représentation élémentaire de cette réduction, on considère un gaz parfait de n molécules, chacune ayant une masse m contenue dans un volume grand V d'une boîte dont les côtés sont parallèles aux directions x, y, z d'un repère cartésien. Le nombre de molécules par unité de volume est grand N sur grand V égale petit n. L'idée fondamentale sur laquelle repose la réduction est que la pression du gaz sur les parois de la boîte résulte de la force exercée par l'ensemble des chocs des molécules sur cette paroi. On cherche à calculer le nombre de molécules qui frappent une surface grand A donnée pendant un laps de temps delta t donné, pour le multiplier ensuite par la force qu'exerce chacun de ces chocs sur la paroi. L'analyse de Kissler porte sur cet aspect de la réduction, à savoir la considération non pas de la vitesse des molécules, mais de la vitesse moyenne des molécules selon prise sur le temps et sur l'ensemble des molécules. Je cite encore Kissler, « Il faut prendre la moyenne sur les vitesses à la fois sur les molécules à un instant donné et sur les temps. À cette dernière moyenne ne correspond pas une propriété réelle du système, ou en tout cas ne correspond une propriété réelle du système que lorsque celui-ci est en équilibre. Une fois cette supposition faite, que le système est en équilibre, la distribution réelle des vitesses la distribution réelle des vitesses à un instant donné, qui est la distribution de Maxwell-Boltzmann, c'est-à-dire à partir du nombre de molécules qui possèdent chacune des vitesses possibles, une fois cette supposition faite, la simplification consiste à calculer la pression, non pas à partir de la distribution réelle des vitesses à un instant donné, c'est-à-dire à partir du nombre des molécules qui possèdent chacune des vitesses possibles, mais à partir de la vitesse moyenne, pris sur un ensemble de molécules à cet instant. Dans la mesure où la moyenne sur les molécules existe nécessairement, le nombre de molécules étant fini, cela ne change pas le résultat du calcul. La grandeur qui constitue la base de la réduction de la température en tant que grandeur macroscopique est celle qui est donnée ici, où la moyenne est prise à la fois sur les molécules et sur le temps. Pour pouvoir considérer qu'une expression fait référence à des propriétés macroscopiques des gaz, il faut supposer qu'on a cette moyenne, autrement dit que le système est en équilibre. Je cite une dernière fois Kissler. La transition conceptuelle du domaine microscopique mécanique au domaine macroscopique thermodynamique correspond donc à un passage de la conception d'un système composé d'un ensemble de molécules dont on peut calculer la vitesse et l'énergie cinétique moyenne sur l'échantillon macroscopique et sur le temps, à la conception d'un objet unique possédant une propriété globale stable, petit p ou grand T, la pression de la température. Pour pouvoir décrire et expliquer le comportement d'un macrosystème en termes thermodynamiques, il faut supposer qu'il possède une telle propriété. Pour que les moyennes des grandeurs microscopiques soient en équilibre, sur le temps correspondent à des propriétés réelles du système, il est nécessaire que le système soit en équilibre. Dans le cas contraire, la moyenne sur le temps ne donne pas lieu à une température et la moyenne nue sur le temps ne donne pas lieu à une pression. Le système ne possède pas cette dernière propriété. Alors, je termine sur ce point. Vous voyez, la situation est la suivante. Je vais simplement essayer d'importer cet exemple que j'ai développé un peu longuement dans mes distinctions. Nous avons une théorie réductrice microscopique et une théorie réduite, la thermodynamique. Nous avons des déterminables. Et ces déterminables, ils sont pour ainsi dire à cheval sur les deux théories, où ils ont, disons, chacun des contreparties dans l'autre. La température, la pression, l'énergie cinétique des molécules, la force exercée par les molécules sur la paroi. La réduction donne la traduction d'un déterminable d'une théorie dans un faisceau de déterminables de l'autre. Évidemment, on n'a pas le même degré de complexité, mais ce n'est pas mauvais signe, c'est plutôt bon signe. Deuxièmement, pour exprimer les déterminés de la théorie réduite,
Dans la théorie réductrice, il nous faut quelque chose qu'on n'a pas dans la théorie réductrice. C'est le déterminant. C'est ici, eh bien, tout simplement les limites du contenant du gaz, qui donnent les valeurs moyennes. Et c'est ce déterminant qui est un objet macroscopique, au sens fort. Dans la théorie réductrice, je peux donner éventuellement une émulation de ce déterminant, une simulation. Dans la réduction orthodoxe, on donne une simulation de ce déterminant. Mais c'est ce déterminant qui, à mon sens, appartient en propre au monde macroscopique, en l'occurrence au contenant du gaz. Et c'est lui qui nous permet de dire qu'il y a bien un objet macroscopique. Donc je conclus, je propose deux thèses. Premièrement, une thèse ontologique. Dans un sens qu'il convient de préciser, les UMP sont ou interviennent dans la fondation ou dans le fondement au sens de grounding des objets macroscopiques. Et deuxièmement, une thèse épistémique. Lorsque nous isolons un objet macroscopique, nous lui attribuons des UMP et nous en faisons, à certains égards, un faisceau d'UMP. Je pense que ce sont ces deux thèses qui pourraient être articulées dans une théorie réaliste des objets ordinaires. Je vous remercie.